Cette vidéo vous est présentée par la boutique universludo.ca. Rendons les jeux accessibles à tous. Bonjour chers amis joueurs, ici LP et bienvenue à un nouvel épisode de Kickstarter 101. Aujourd'hui je vous présente Goblivion, une énorme boîte contrairement à ce que je fais habituellement. Goblivion c'est un jeu québécois développé par Jean-François Gauthier, édité par Goblivion Games. C'est un jeu qui a passé évidemment par Kickstarter. C'est un jeu qui se veut comme étant un jeu solo avec un mode également pour jouer à 2 joueurs. Une partie va durer environ 30 minutes. Le concept de Goblivion c'est très simple, c'est un tower defense. Et la mécanique de jeu principale, c'est du deck building. Fait qu'on va avoir des vagues d'ennemis qui vont venir se cracher sur notre château. On va choisir une princesse ou un roi ou une reine plutôt en début de partie qui va avoir ses petites caractéristiques spéciales. On va avoir un deck de paysans qui sont très faibles, désarmés, dépourvus de toute menace et d'armes contre cette invasion de gobelins et d'orques là qui s'en vient. Et on va avoir entraîné ces fermiers-là par des mécaniques de deck building pour les transformer en cartes plus puissantes pour qu'éventuellement on soit capable d'affronter les leaders de cette armée-là qui nous attaque, de vaincre un certain nombre de boss et de remporter la partie. Donc, Goblivion, comment ça marche, comment on installe ça, je vous montre ça et je vous reviens à la fin pour vous dire ce que j'en pense. Donc, Goblivion, comment est-ce qu'on fait la mise en place de ce jeu-là? Vous allez voir, c'est extrêmement simple. Premièrement, ici, on va avoir le plateau d'ennemis. C'est un jeu de défense de château. Donc, on va avoir des ennemis qui vont venir en vague attaquer notre château. On va avoir à construire un deck de cartes d'ennemis sur cette case-là, ici. La mise en place, dans le fond, est indiquée sur la case. Fait qu'on nous spécifie que si je joue seul, je vais prendre 8 cartes à 1 épée que je vais placer par-dessus un deck de 7 cartes à 2 épées. Si je joue à 2, ça va être 7 sur un deck de 6. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on va aller chercher dans ces decks-là ici qui ont ce dos. Fait que dans ce deck-là ici, on va aller chercher les decks à 2 épées. Fait que les monstres vont être indiqués à 2 épées. Puis je vais avoir également des monstres qui vont être indiqués à 1 épée. Je précise que ces cartes-là sont réversibles en quelque sorte. Une fois qu'un ennemi va être battu, la carte va être tournée de côté, puis ça va devenir un objet ou un allié qui peut rentrer dans le deck de cartes héros. Fait qu'on s'assure de tous les avoir dans la même orientation pour une première, pour le début de la partie. Fait que donc on me dit 7 cartes à 2 épées dans une partie solo, c'est ce que je vais installer. Fait que je prends mon deck de cartes à 2 épées, on brasse ça, on en prend 7 au hasard, on les met là, le reste du paquet de cartes, on met ça de côté, on s'en servira pas dans la partie. Dans notre deck de cartes à 1 épée, tel qu'indiqué ici, je vais aller brasser ça, je vais en prendre, on me disait d'en mettre 8 sur le dessus, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fait que ma pile d'envahisseurs pour cette partie-là est faite, c'est déterminé. Il va me rester à choisir le niveau de difficulté qui va déterminer le nombre de boss que je vais avoir à vaincre pour remporter la partie. Fait que ici, on voit que dans une partie facile, je vais avoir 3 boss, 4 dans une partie moyenne et 5 dans une partie difficile. Mes boss sont un deck de cartes qui ressemble à ceci. Fait que je vais aller en piger, disons qu'on fait une partie moyenne, on va brasser ça, on va piger 1, 2, 3, 4 cartes, on va placer ça. Mon plateau envahisseur est placé pour la partie. Je vais également avoir un plateau individuel à placer. Sur mon plateau individuel, on va avoir différentes choses à placer aussi. Premièrement, je vais avoir ici sur la case justice, choisir un roi ou une reine. Mon roi, ma reine vont venir dans des decks de cartes. Comme ça, on peut le choisir au hasard, se choisir comme on veut. On a différentes options. Disons qu'on prend cette reine-ci qui est la dernière. On va aller placer ça sur ce deck, sur cette case-là. Qu'est-ce qu'on a comme information sur cette carte-là? Premièrement, on va avoir un nombre de ressources de départ. On va avoir un pouvoir qu'on peut utiliser une fois dans la partie. On va avoir un garde du corps de départ, puis on va avoir l'une des cartes qu'on peut acheter pendant la partie qui va être désavantagée, qui va coûter un peu plus cher en ressources. Cette partie-là, on va appliquer certains effets de ce côté-là de la carte selon notre niveau de difficulté. À facile, on va appliquer seulement l'effet vert, qui est positif. À moyen, on va appliquer les 2 effets. Puis à difficile, on va appliquer seulement l'effet rouge qui est négatif. Comme j'installe une partie à difficulté moyenne, on va appliquer les 2 effets. Le premier effet me dit que je vais commencer avec une carte garde du corps. Une carte garde du corps de type catapulte. Le deuxième effet me dit que les archers vont coûter un peu plus cher pendant cette partie-là. Donc je vais placer ma reine, je vais placer mes 15 ressources
Sur la carte de la reine, les ressources sont des jetons réversibles, côté 3 d'un côté, côté 1 de l'autre côté. Fait que je me place mes 15 points de ressources. Donc on me disait que j'ai une catapulte. Fait que du deck de cartes catapulte, je vais en prendre une, je vais la placer dans la zone garde du corps. On va revenir pour voir ce que ça veut dire. Et on me disait que c'était pas mes archers, c'était mes soldats. Ils vont coûter un peu plus cher. Fait que je vais aller placer le -2 ressources sur le paquet de cartes soldats. Les paquets de cartes ici sont les cartes qu'on va pouvoir acheter pendant la partie. J'ai deux types de cartes, grosso modo, un peu comme les vilains. J'ai des types de cartes qui sont à 2 épées. J'ai des types de cartes qui sont à 1 épée. On expliquera la différence dans quelques instants. Tous les decks de cartes ont 4 cartes, sauf le prêtre ici, qui en a 2. Fait que j'ai 8 paquets de cartes à 4 cartes, puis un paquet de cartes à 2 cartes. Et j'ai aussi des cartes de type item, qui sont identifiées avec le petit sac complètement en haut à droite, et des cartes de type paysan, qui sont identifiées avec la petite tête de paysan, complètement en haut à droite. On va placer ces 9 paquets de cartes-là, sont toujours disponibles dans toutes les parties. Dernière chose qu'il me reste à faire de ce grand paquet de cartes-là, qui est le même type de carte que les cartes vilains, mais placées à l'endroit. Cette fois-ci, les cartes vilains étaient placées à l'envers, ce deck de cartes-là. On voit que c'est le même dos, mais juste dans l'autre sens. Ça va être mes paysans de départ. Il y a 40 cartes dans ce paquet de cartes-là. Si on joue seul, on va jouer à 20 cartes. Si on joue à 2, on va jouer avec le paquet de cartes au complet. Fait qu'on va brasser ça comme il faut, puis on va aller se placer juste ici, 20 cartes. Fait que 1, 2, 3, 4... Ça va être 7, 18, 19 et 20. Qu'on a préalablement brassé, on place ça ici. Ça, ce sont mes paysans de départ qui vont résister à l'envahisseur. Il va me rester quelques jetons à placer sur le côté du jeu. Fait que j'ai des jetons de renforcement pour mes propres cartes qui sont +1 ou +2 selon le côté. J'ai des jetons de renforcement ennemis qui sont également +1 ou +2. J'ai mon jeton d'entraînement. Si on joue à 2, il y a 2 paquets de cartes qui vont être identifiés avec le -2, mais comme je joue seul, il y en a juste un. Et une fois que ça c'est fait, ben là, tout est placé, on est prêt pour jouer. Quand notre mise en place est faite, on est prêt à commencer à jouer. Premièrement, comment gagne-t-on ou perd-on à Goblivion? C'est extrêmement simple. Si nous n'avons plus de ressources, si nous perdons notre dernière ressource à l'intérieur de notre château, nous perdons la partie. Si nous vainquons tous les boss, fait qu'une fois dans une partie, ici à médium, il y a 4 boss. Si on bat la 4e carte boss, on remporte la partie. Cela étant dit, comment le jeu se joue? Ben, on a ici sur notre plateau individuel le tour de jeu. Premièrement, on va avoir une phase d'entraînement qui est obligatoire. Après chaque phase d'entraînement, l'ennemi va avancer d'une case. Et ensuite, on va avoir la phase de combat. Fait que prenons les phases une par une. La phase d'entraînement. La phase d'entraînement, c'est qu'on va aller prendre l'une des cartes de notre choix. Nous allons tenter d'entraîner l'un de nos personnages, l'un de nos paysans de départ, en l'une de ces différentes classes. Tout ce qui est à retenir pour la phase d'entraînement pour commencer, c'est que tant que nous n'avons pas vaincu au moins un ennemi, nous ne pouvons entraîner que des cartes à 1 épée. Dès que nous aurons vaincu notre premier ennemi, nous pourrons commencer à entraîner des cartes à 2 épées. Cela étant dit, comment l'entraînement fonctionne, c'est extrêmement simple. On va aller placer notre jeton entraînement sur la carte qu'on veut viser pour ce tour-ci. Disons qu'au premier tour, je veux aller entraîner, disons, un prêtre. Je vais aller placer mon jeton d'entraînement sur la carte prêtre. Ensuite, nous allons piger des cartes pour voir le résultat de notre entraînement. Chaque carte va m'indiquer combien de cartes je pige et quelle est la force que je vise. Le premier icône qui est juste ici dans le bas de la carte indique le nombre de cartes que je vais piger de ma réserve personnelle. Dans ce cas-ci, le prêtre nous indique de piger 3 cartes. Et le prêtre nous indique également que nous allons viser une force de 3 pour tenter d'entraîner un de nos paysans en prêtre. La carte nous indique aussi quelle carte j'aurai à remplacer dans les cartes que je révélerai. Je m'explique. Dans ce cas-ci, on a vu que je vais avoir à piger 3 cartes. Donc, de ma réserve personnelle, je vais piger 3 cartes que je vais révéler et placer dans une zone de jeu devant moi. La carte m'indiquait également que je devais viser une force de 3. La force des cartes est le chiffre qui est indiqué complètement en haut à gauche de la carte. J'ai donc une force de 1, plus 0, 1, moins 1, ça me fait une force totale de 0 pour entraîner mon prêtre. Ce n'est pas un bon départ. Chaque carte va évidemment avoir différents effets. Prenons par exemple ici l'apprenti qui me dit que je peux envoyer les 2 prochaines cartes du château. Le château, c'est mon deck de cartes. À l'hôpital pour gagner un +1 par paysan qui est ainsi révélé. Disons que j'essaie de le faire. Fait qu'on va, en bon terme de Magic, taper la carte. Je renvoie les 2 prochaines cartes du château. On me dit que chaque paysan révélé me donne +1. Donc j'ai un +1, j'ai l'icône de paysan. J'ai un deuxième +1, j'ai un deuxième icône de paysan.
Donc pour un total de plus 2, ce qui monte ma force à 2. Ici, j'ai un effet spécial, mais ça a rapport avec le garde du corps. Je vais revenir dans quelques instants. Donc force totale, 3 moins 1, ça fait un total de 2. Ça me prenait quand même une force de 3. Qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? Pour chaque point qu'il me manque, je vais payer la différence en ressources. Dans ce cas-ci, il me manque un point. Je vais donc perdre une ressource. Fait que je vais transformer un 3 en 2. Comme ça ici. Là, je viens de perdre un total de une ressource. Avec mes 15 de départ, il m'en reste 14. Et ensuite, on va compléter la phase d'entraînement. La dernière partie de la phase d'entraînement est optionnelle. En début de partie, on va toujours la faire, mais en fin de partie, pas nécessairement. Elle consiste à remplacer l'une des cartes qui a été jouée par la carte qu'on a choisie. Je dois respecter l'icône. Fait que donc, comme j'ai choisi une carte paysan, mais je dois remplacer une carte paysan. Ici, le choix est facile. On va rendre mon pyromane dans mon village. Mon pyromane a eu une révélation mystique et il est devenu un prêtre. Fait qu'on remplace la carte. Les cartes ne s'ajoutent pas, elles se remplacent. On va mettre toutes les cartes qui ont été jouées dans la défausse qui s'appelle l'hôpital. Et ma phase d'entraînement est terminée. La deuxième phase sera ma phase de l'ennemi avance. La phase de l'ennemi avance est extrêmement simple. On va prendre la première carte du paquet, puis on va l'avancer dans la case. Tout simplement. Au tour suivant, on va pousser les cases qui auront déjà été là, et on va faire ça jusqu'à temps qu'éventuellement, au moins une carte dans la phase ennemi avance, au moins une carte sera placée ici. Et quand ça va arriver, on va pouvoir passer à l'étape 3. Quand on va avoir fait l'étape de l'ennemi avance, on va pouvoir passer à l'étape 3 qui est le combat. La phase de combat ne se déclenche seulement s'il y a des cartes qui sont dans la zone de combat. Il peut y avoir un maximum de 3 cartes dans la zone de combat. Vous allez me dire, que se passe-t-il si par différents effets du jeu, au moment de la phase ennemi avance, la zone de combat est déjà pleine, il n'y a rien qui bouge, mais on fait quand même défausser, sans la regarder, la première carte du paquet ennemi pour montrer que l'ennemi va toujours progresser vers le château. Dernière phase qui va se déclencher généralement à partir du 4e tour de jeu, c'est la phase de combat. Comment fonctionne-t-elle? Premièrement, en commençant par la carte la plus ancienne, fait que si à cause de la phase de l'ennemi avance, on se ramasse avec plusieurs cartes de combat, on va révéler la première carte. S'il y a un effet au centre de la carte qui est écrit, dans ce cas-ci, envoie un paysan à l'hôpital, on va l'appliquer immédiatement. Et on va révéler les cartes selon ce que l'ennemi nous demande. Dans ce cas-ci, un peu comme à la phase d'entraînement, on a un nombre de cartes qui vont être pigées selon notre ennemi et on a une force que l'on doit atteindre. Fait que comment ça fonctionne? Dans ce cas-ci, on voit que j'ai 3 cartes à piger, je vise une force de carte. Je pige donc 3 cartes, je vise une force de 4. Et comme j'ai un deuxième ennemi, je refais cet effet-là une deuxième fois. Lui, il me disait également que j'envoyais un de mes paysans à l'hôpital. Et lui, il me disait, je pige une carte et je vise une force de 1. Je pige une carte, je vise une force de 1. C'est vraiment un mauvais premier tour. Donc, comment ça fonctionne le combat? Une fois qu'on a résolu ça, une fois qu'on a pigé le nombre de cartes selon nos ennemis, on va appliquer les différents effets. Il va y avoir un effet, l'effet idéal, c'est que je vais avoir suffisamment de force, là, dans ce cas-ci j'ai une force totale de 0, mais je vais avoir suffisamment de force pour battre la force de totale des ennemis qui sont ici. Fait qu'ici j'ai une force de 5, moi j'ai une force de 0, je n'en bats aucun. Disons que je suis un petit peu plus loin dans la partie et je pige la même chose, et dans les cartes que j'ai pigées, à la place de piger ça, j'ai pigé ceci. Aussi, on voit que j'ai une force de 3, plus 2, 5, plus 0, une force totale de 5. Donc, j'ai réussi à battre les deux ennemis. Que se passe-t-il? Les deux ennemis sont tournés de côté. Ils deviennent des objets. Dans ce cas-ci, un slip sale qui va valoir moins 2, ou un corps de chasse qui va valoir 0, mais qui a un effet particulier. Et ces cartes-là sont ajoutées à mon hôpital. Je les pigerai plus tard. Si je réussis à vaincre seulement une partie des cartes. Disons que j'ai pigé ceci comme effet, comme carte que j'ai pigé. J'ai un total de 3, je dois me rendre à un total de 5. Comme dans le cas de l'entraînement, premièrement, je vais commencer par perdre la différence. Fait que 5 moins 3, je vais perdre 2 ressources. Je vais tourner un 3 en 1. On approche de la défaite. Mais par contre, je vais avoir l'option de battre tous les ennemis que je suis capable de battre avec la force que j'ai. Ici, j'ai une force de 3. Le seul ennemi que je suis capable de battre, c'est le 1 qui est ici. Je vais quand même le battre
et l'envoyer dans mon hôpital. Les ennemis survivants vont gagner un jeton. Ils vont gagner un jeton de plus 1 de puissance si ce sont des ennemis à une épée. Et si plus tard dans la partie, j'ai un ennemi à 2 épées qui survit, ben, il va gagner un jeton de plus 2 de puissance parce qu'il a réussi à survivre. J'aurai à l'affronter au prochain tour. Et pour le combat, c'est pas tellement plus complexe que ça. Fait qu'au prochain tour, je vais avoir affronté cet ennemi-là qui va me dire de piger 3 cartes, mais cette fois-ci, j'aurai affronté un 5. Et en plus de lui, j'aurai cet ennemi-là qui me dit de piger 4 cartes pour tenter de battre une force de 3. Et pour le combat, c'est aussi simple que ça. Il va me rester 2 petits effets à expliquer avant de passer au combat de boss pour voir comment ça fonctionne. Premièrement, il y a le combat de l'icône d'observation, qui est l'espèce de petit œil ici. C'est une icône très importante dans le jeu. On le retrouve entre autres sur la carte Archer, qui est l'icône juste ici. Cette icône-là va me permettre, quand je suis capable de l'activer, de me préparer d'avance à ce qui s'en vient. Par exemple, disons que c'est aussi, je tente d'entraîner un protecteur mécanique qui me demande de piger 4 cartes et qui vise, je vais vous montrer plus proche, qui me demande de piger 4 cartes et qui vise une force totale de 6 pour que je puisse l'entraîner. Fait que je vais piger mes 4 cartes. 1, 2, 3 cartes. Et là, au miracle, je pige un archer, entre autres. Cet archer m'indique que, comme effet spécial, je peux soit taper la carte pour piger une carte supplémentaire si je ne me rends pas, ou je peux observer de loin, faire une observation. Quand je fais une observation, je choisis l'une des 3 cases qui est ici, je révèle simplement la carte qui s'y trouve. Ce que ça va faire comme différence, premièrement, je sais ce qui m'attend, et deuxièmement, quand cette carte-là va rentrer dans la zone de combat et nous la combattrons, son effet central, qui est toujours négatif pour les joueurs, ne s'appliquera pas au moment où elle rentre dans la zone de combat parce que la carte a été révélée avant d'arriver dans la zone de combat. Donc, pour mon protecteur mécanique, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'était pas du tout arrangé d'avance. Cette fois-ci, c'est un objet. Je dois donc me défaire d'une carte objet pour améliorer ma carte protecteur mécanique et tous les autres cartes s'en vont dans l'hôpital comme tous les effets. Autre chose que je voulais parler, c'est le concept de garde du corps. Disons que là, on continue comme ça. Ici, j'arrive à la phase de combat, donc l'ennemi a avancé d'une case. Dans ma phase de combat, j'ai un ennemi à combattre, je dois piger 3 cartes. 1, 2 et 3 cartes pour une valeur totale de moins 1. Je dois affronter un 4. Je n'ai pas les ressources nécessaires. Fait qu'est-ce que je peux faire? Je peux utiliser mon garde du corps. Le garde du corps, ce que ça fait, c'est que je vais avoir une carte ici. Si je joue à moyen ou à facile, elle va déjà être là, sinon j'aurais eu à la placer moi-même. Une fois par phase de jeu, que ce soit pendant la phase d'entraînement ou la phase de combat, je peux utiliser mon garde du corps. Ce que ça veut dire, c'est que je vais remplacer l'une des cartes qui est dans ma zone de jeu par ma carte garde du corps. Fait que dans ce cas-ci, j'aurais pu remplacer l'un de mes fermiers de base par ma catapulte, ce qui me permet d'augmenter ma puissance à un total de 2. Il me manque quand même encore 2. Fait que là, je pourrais utiliser ma catapulte, la taper, pour aller piger, pour envoyer une autre carte à l'hôpital, disons celle-ci, et piger 2 cartes supplémentaires. Malheureusement, ce ne fut pas suffisant, mais si j'avais fait ceci à la place, ce que j'étais censé faire dans ma petite préparation, là, je serais rendu à une valeur de 4, j'ai réussi à vaincre mon ennemi, fait que cette carte-là s'en vient dans mon hôpital aussi. Et pour la prochaine phase d'entraînement, pour le prochain tour de combat, ma catapulte va être rendue dans ma défausse et j'aurai un fermier qui va être placé dans la zone garde du corps. Et c'est tout ce qu'il y a à savoir pour le jeu. La seule chose qui reste à savoir, c'est les boss, comment ça fonctionne. C'est qu'une fois qu'on va avoir passé au travers ce deck de cartes-là, fait que soit la dernière carte a été combattue, soit pour un effet quelconque, ça a été défaussé. Mais bref, quand il n'y a plus d'ennemis qui ne peuvent avancer, il n'y a plus d'ennemis sur le plateau, on va commencer à affronter les boss un à un. Quand on affronte les boss un à un, première chose très importante qu'il y a à savoir, toutes les cartes qui nous donnent des ressources. Par exemple, cette carte-là ici que je peux taper à chaque fois qu'elle sort pour me donner 2 ressources de plus. Toutes les cartes qui nous donnent des ressources ne peuvent plus nous en donner. Mis à part ça, le combat des boss fonctionne comme n'importe quel autre ennemi.
Par exemple, fait qu'ici, on va avoir un effet qui va s'appliquer au début de chaque phase de combat contre ce boss-là. Fait qu'ici, on va perdre une ressource à chaque fois qu'on tente de battre ce boss-là. Toutes les autres phases sont éliminées. Il n'y a plus de phase d'entraînement, il n'y a plus de phase avancée de l'ennemi. Il y a juste des phases de combat tour après tour jusqu'à temps qu'on vainque tous les boss. Ici, on va avoir la puissance qu'on vise selon si on joue à 1 ou à 2 joueurs. On va avoir le nombre de cartes qu'on va piger selon si on joue à 1 ou à 2 joueurs. Je suis dans une partie solo, fait que pour battre ce boss-là, je dois piger 6 cartes et atteindre une force de 20. Quand je vais l'avoir affronté, je vais m'en aller vers un autre boss. Par exemple, celui-là, je dois piger 7 cartes, atteindre une force de 22. Mais lui, il y a un effet particulier pour chaque carte que j'utilise, que je vais utiliser son pouvoir, je vais perdre une ressource. Puis là, je vais aller vers un autre boss, que je dois piger 8 cartes, puis avoir une force de 16. Mais je ne peux pas me servir d'objet contre ce boss-là. Et ainsi de suite, chaque boss a sa petite particularité. Lui ici, la force des cartes en double, j'utilise juste une des deux cartes, fait que si j'ai plusieurs fois le même exemplaire de la carte contre ce boss-là, ça sert à rien. Puis une fois qu'on a affronté tous les boss, on l'emporte. Des derniers petits détails, deux choses. Je rappelle que chaque roi-reine a un pouvoir qu'il peut utiliser une fois par partie, qui dépend de la reine ou du roi. Fait qu'une fois qu'on l'utilise, on fait juste virer la carte de bord pour se rappeler qu'on l'a utilisé. Et finalement, à chaque fois qu'on rebrasse notre paquet de cartes, il y a un effet qui se passe. Fait que quand mon paquet de cartes est vide, tout est dans mon hôpital, puis j'arrive pour le rebrasser, ça fait automatiquement une phase d'ennemi avance supplémentaire. Fait que les boss vont arriver plus rapidement, puis c'est de cette façon-là que des fois on va avoir 2 ou 3 ennemis à combattre dans le même tour. Et si on est pendant la phase de boss, comme l'ennemi ne peut plus avancer, si on est rendu dans les combats contre les boss, on va perdre 2 points, 2 ressources à chaque fois qu'on a à rebrasser notre paquet de cartes. Et on continue comme ça jusqu'à temps qu'on n'ait plus de ressources ou que tous les boss soient morts. Et ça fait le tour de ce qu'il y a à savoir pour Goblivion. Donc maintenant que j'ai fini d'expliquer les règles de Goblivion, qu'est-ce que j'ai pensé du jeu? Premièrement, au niveau des composantes, j'ai absolument rien à redire. C'est un jeu qui est très beau. Le style visuel des cartes est super bien réussi. Le style de dessin qu'ils ont décidé d'utiliser, un style un petit peu goofy, un petit peu humoristique, très réussi. J'aime beaucoup le design des cartes où on va affronter des ennemis qui vont se transformer en items, qui vont rejoindre notre défausse. Très bien réussi au niveau des jetons, des plateaux. Tout est clair, tout est facile d'utilisation. Fait qu'au niveau des composantes, en plus, c'est un super beau petit jeu. Puis en plus, pas tellement dispendieux pour la qualité des composantes qu'on a. Au niveau du gameplay, il y a quand même 2-3 petites choses qui m'ont achalé. Puis là, c'est particulier parce que c'est un jeu qui se vend comme étant d'abord un jeu solo, puis il y a une variante coop à la fin du livret d'instruction. Mais c'est un jeu que j'ai préféré de loin en mode coopératif par rapport au jeu solo. Je m'explique. La phase la plus importante quand on joue en solo, c'est la phase d'entraînement. C'est là que je vais avoir la plus grosse décision à prendre. Qu'est-ce que je veux entraîner? Est-ce que mon deck de cartes, je pense qu'il est assez fort pour maintenant entraîner un fou de guerre sans que je perde trop de ressources? Parce que le fou de guerre, je dois piger 3 cartes puis avoir une puissance de 4. Est-ce que mon deck est capable de fournir ça? Parce que si je me rends à 0, je vais payer les 4 ressources en différence. Puis ça peut faire mal à la fin de la partie. Fait que toute la phase d'entraînement, c'est de calculer quelle carte je veux rajouter à mon deck, quelle décision je veux prendre, est-ce que je pense que je vais perdre des ressources si j'ajoute cette carte-là. Mon bâtisseur, je pige beaucoup de cartes, j'ai pas besoin d'une grosse force, mais il fait passer au travers de mon deck de cartes très rapidement, puis j'en pige 4. Fait que donc, cette phase-là est extrêmement intéressante. Puis là, tout de suite après, j'arrive à la phase de combat. Les 3 premiers tours de jeu, j'en ai pas, mais à partir du 4e, j'en ai un. J'arrive à la phase de combat, puis là, soudainement, je n'ai plus de décision à prendre, ou à peu près pas. Parce que je vais révéler un monstre, je vais appliquer son effet négatif. Ce monstre-là me dit pige 3 cartes, atteint une force de 3, je vais piger 3 cartes. Si j'atteins une force de 3, je ne déclencherai aucun effet de mes cartes. Si je n'atteins pas la force de 3, je vais déclencher le plus d'effets que je peux jusqu'à temps que je me rende à 3. Puis on recommence. Fait que la phase de combat est un peu... elle tombe un peu flat, si je peux dire d'une certaine façon, parce que j'ai pas l'impression que je prends des décisions significatives à l'intérieur du jeu. La seule décision que je vais prendre, c'est peut-être de dire cette carte-là, je vais l'envoyer comme garde du corps pour pouvoir l'avoir comme ma prochaine phase d'entraînement, ou je vais utiliser la carte que j'ai comme garde du corps. C'est à peu près la seule décision que je vais prendre. Tandis qu'à 2, chaque joueur va avoir son propre champ de bataille et en payant des ressources, ils peuvent s'échanger des cartes d'un champ de bataille à l'autre. Fait que pour affronter le même ennemi, chaque joueur doit réussir à battre cet ennemi-là pour que l'ennemi soit battu. Mais on va, au lieu de piger 3 cartes puis d'affronter une force de 3, on va piger 6 cartes, puis chaque joueur va avoir affronté une force de 3 avec ses 3 cartes respectives. Mais là, on a plus de chances de pouvoir créer des combos entre ces cartes-là, puis on va payer des ressources pour s'échanger des cartes, puis créer les 10 combos. Puis chaque joueur peut se garder un garde du corps, fait qu'on peut avoir 2 gardes du corps en jeu. Fait qu'il y a beaucoup plus de possibilités stratégiques quand on joue à 2, ce que j'ai trouvé un petit peu dommage quand on joue en solo, parce qu'après tout, c'est un tower defense. Fait que j'ai trouvé ça un peu dommage que la phase de combat en tant que telle, j'ai pas l'impression que j'ai beaucoup de contrôle dessus.
L'autre chose qui me dérange un petit peu, c'est la façon dont, toujours en mode solo, c'est la façon dont mon deck de paysan de départ va être composé. Il y a 10 cartes strictement négatives, 10 cartes strictement positives, puis 20 cartes neutres, pour un total de 40 cartes. Et sur ces 40 cartes-là, j'en prends 20 au hasard pour composer mon deck de paysan. Ça m'est déjà arrivé d'avoir les 10 cartes strictement négatives dans mon deck de 20 cartes, et de réaliser à mi-partie que j'avais aucune chance de gagner parce que j'avais une carte sur deux que c'était un -1 ou un -2. Donc, j'avais très très peu de chance de l'emporter parce que je dépensais beaucoup de ressources en début de jeu pour aller chercher les cartes les plus cheap du jeu. Fait que c'était extrêmement difficile. Puis cette partie aléatoire dans la composition du deck de départ fait que on peut se rendre compte à la mi-partie qu'on n'avait pas de chance de gagner ou qu'au contraire que c'était très facile de gagner parce qu'on avait toutes les cartes positives. J'aurais aimé qu'il y ait quelque chose d'un peu plus fixe, là, genre 10 neutres, 5 positives, 5 négatives, qu'on prenne dans 3 paquets de cartes, on mélange ça ensemble, quelque chose comme ça. Dernière critique que je vais avoir au niveau du gameplay en tant que tel, c'est encore une fois au niveau du choix des boss. Les boss ont tous des effets négatifs qui vont s'appliquer aux joueurs et certains boss vont avoir un effet qui vient déterminer quel type de deck va être efficace contre ce boss-là. Par exemple, un boss va dire les cartes que si tu joues 2 fois, 3 fois ou 4 fois la même carte contre ce boss-là, il y en a juste une qui compte. D'autres boss vont dire toutes les cartes de puissance 4 ou 3 en montant ne comptent pas contre ce boss-là, etc., etc. Fait que si moi j'ai passé toute la partie à construire, à aller acheter les 3 paquets de cartes les plus puissants, puis à combiner ça, puis finalement j'affronte ces deux boss-là, mon deck de cartes est complètement inefficace contre eux autres. Puis ça rend compte quand on est rendu au boss, on est rendu à la fin du jeu, ça rend compte que son deck est pourri spécifiquement contre ces boss-là, puis qu'on n'a aucune chance d'affronter, ça peut être une expérience un petit peu frustrante. Fait que j'aurais aimé peut-être qu'on sache ou qu'on ait des indices ou qu'on puisse se préparer de façon plus précise contre les boss qu'on va affronter. La dernière critique que j'ai à faire n'est pas en termes de gameplay, mais en termes de choix de cartes, si on veut. Comme la boîte est petite, il n'y a pas énormément de composantes, c'est une boîte qui n'est pas dispendieuse. Ça vient avec le défaut que notre marché est fixe. Il ne change pas d'une partie à l'autre, fait qu'on a toujours les mêmes cartes, fait qu'éventuellement on va se bâtir une stratégie puis on va la garder d'une partie à l'autre parce qu'on s'est rendu compte qu'elle était efficace. Il y a certaines stratégies qui sont meilleures que d'autres. Et comme ces cartes-là, les cartes qu'on achète pendant la partie ne changent pas, le jeu vient perdre un petit peu de sa rejouabilité. Même chose pour le deck de cartes ennemies, il y a comme une douzaine de cartes à peu près à une épée puis à 2 épées, puis on en choisit 7-8 à chaque partie, fait qu'il n'y a pas beaucoup de cartes qu'on n'utilise pas d'une partie à l'autre, ce qui fait que on va revoir toujours les mêmes ennemis d'une partie à l'autre. Même chose pour les boss, il y en a comme 8-9, on en prend 3 à 5 selon le niveau de difficulté, fait qu'on va revoir toujours les mêmes boss. Ça par contre, cette dernière critique, c'est quelque chose qui se corrige extrêmement facilement avec une petite extension, si je ne me trompe pas, il y en a une en cours de route. Donc c'est quelque chose qui va se corriger, puis je suis quand même très enthousiaste face à une éventuelle expansion, parce que malgré mes critiques, c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé. Je l'ai beaucoup aimé parce que même si j'ai des critiques, des petites réserves par rapport à certaines mécaniques du jeu, c'est un jeu qui se joue super rapidement, c'est un jeu qui est super beau, c'est un jeu qui est super facile à comprendre, puis c'est un jeu qui a comme je dirais ça, une espèce de... Il y a un beau produit fini là, tout ensemble. Tu sais, c'est beau, les jetons c'est beau, c'est le fun à jouer, c'est quelque chose de léger, de goofy, ça reste un deck building extrêmement léger qui peut être utilisé même pour montrer le genre à quelqu'un qui ne le connaît pas. C'est un jeu très accessible, familial. J'ai déjà joué avec mon garçon, il a beaucoup aimé ça, qui a 8 ans et qui a beaucoup aimé le jeu. Fait que malgré ses défauts, c'est un jeu super simple, super accessible et super intéressant. Parce que tous ces défauts-là me dérangeraient beaucoup dans un jeu qui dure 1 heure, 1 heure et demie, mais ce sont tous des défauts qu'on peut facilement mettre de côté pour un jeu qui dure littéralement une vingtaine de minutes quand on est habitué de jouer 25 minutes, peut-être 30 nos premières parties. C'est un jeu que je trouve de loin supérieur si on joue à 2 par rapport à si on joue en solo, étant donné ma critique sur la composition de mon deck de cartes, parce que si on joue à coop, on les prend toutes les cartes. Fait que le problème de mon deck de cartes de paysan est réglé. Et la façon dont les phases de combat se passent en coop, que je trouve vraiment beaucoup plus intéressante que solo. Fait que si on joue en solo, c'est vraiment là qui, pour moi, le jeu est le plus intéressant et le plus riche. Donc, voilà. Fait que c'est un jeu que, est-ce que je le recommanderais? Oui, si vous aimez les deck building, je le recommanderais pas si vous cherchez nécessairement un jeu solo. Il y a selon moi de meilleurs jeux solo. Mais pour des jeux coop qui se jouent spécifiquement à 2, c'est un super bon petit jeu qui se joue rapidement. Puis une extension va facilement venir régler les petits problèmes, surtout le problème de choix au marché. Une extension va venir régler ça avec beaucoup de charme, j'en suis certain.
Donc, c'est un jeu que je recommanderais à deux, un petit peu moins en solo, mais pour son prix et sa disponibilité, c'est un jeu quand même très accessible et très le fun à jouer. Fait que sur ce, j'espère que vous avez aimé cette critique et cette vidéo. N'hésitez pas à laisser des messages, commentaires, questions dans le bas de la page. Corrigez-moi si j'ai fait une erreur quelque part. Habituellement, j'en fais au moins une. Vous pouvez me dire où je l'ai faite cette fois-ci. Et on va se revoir bientôt. N'hésitez pas à venir nous supporter sur notre page Facebook, Twitter, Instagram. On a toujours notre Patreon sur lequel vous pouvez venir nous supporter pour qu'on puisse continuer à vous offrir du nouveau contenu. Fait que sur ça, je vais vous souhaiter une excellente fin de journée et à la prochaine. Ciao! Salut les gamers! Comme on est lundi, évidemment, on va organiser un concours pour remporter le jeu qu'on vient de vous présenter. Alors, LP vous a présenté le jeu Goblivion. On a donc une copie à faire tirer dans notre concours du lundi cette semaine. C'est un concours en partenariat avec Goblivion Games qui nous ont fourni les copies du jeu. Donc, merci beaucoup à JF. Avant de dévoiler comment participer au concours, on va nommer le gagnant de la semaine dernière. On a fait tirer le jeu Train Makers, un petit jeu de dés. Donc, notre gagnante pour Train Makers est Sandrine Purple Sand. Donc, tu peux nous contacter par courriel à professeurboardgame@gmail.com pour nous envoyer tes coordonnées, qu'on puisse t'envoyer ton prix. Pour cette semaine, pour emporter une copie de Goblivion, pour participer, c'est très simple. Vous n'avez qu'à laisser la réponse à la question du jour sous la vidéo YouTube en commentaire. Et la question du jour est la suivante. Quel est votre jeu de deck building favori? Donc, vous laissez la réponse en commentaire sous la vidéo YouTube pour participer au concours. On va vous donner cette semaine jusqu'au lundi 24 juin pour participer à midi heure de l'Est. Et ça se pourrait que je sois une journée en retard la semaine prochaine à cause du congé de la Saint-Jean au Québec du 24 juin. Donc ça se peut que je mette la vidéo seulement le mardi prochain au lieu du lundi habituel. Mais ça se peut que je réussisse aussi à la faire le lundi, mais ce n'est pas certain. Donc, vous pourrez suivre ça la semaine prochaine, voir qui remporte une copie de Goblivion. Si jamais vous nous supportez sur Patreon pour au moins 5 $, vous êtes éligible au concours. Et si vous participez en commentaire, vous aurez une deuxième participation. Donc, bonne chance à tous pour le concours de cette semaine pour remporter une copie de Goblivion.